Premier lundi de cette nouvelle année 2019. Madame, Monsieur, bonjour. Et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie en ce début de semaine. Doux réveil et bienvenue dans votre matinale sur Vitaminé. Bon matin à vous, Marco, également. Merci à vous. Tous les jours, mesdames et messieurs, ouvrez bien sûr du lundi au vendredi de 5h55 à 7h30. Nous sommes très redevables et très heureux que vous ayez choisi toujours RTI 1 pour vous réveiller et bien vous réveiller. Au sommaire aujourd'hui, vous savez, c'est emploi, l'emploi qui rythme, qui lance donc la semaine des matinales avec aujourd'hui la solitude du leader. C'est toute une thématique. Un leader est parfois seul face à ses objectifs, face à ses obligations, ces terribles obligations de résultats. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, sur notre plateau, on aura vraiment quelqu'un de bien placé pour nous en parler. Monsieur Cassé sera avec nous de retour d'un voyage très fructueux. On va parler également des retombées de ce voyage au sens propre comme au sens figuré. Bienvenue. Mais avant d'arriver à ce point-là, on aura beaucoup de choses à aborder, n'est-ce pas, Alix? Exactement. Notre conducteur a plusieurs articulations, notamment les 3 flashs avec Régis. Le Instant Vérité d'aujourd'hui, toujours présenté par Gabriel Zani, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Et le thème, c'est échec ou réussite concernant la gestion des déchets. Notre invité sera Monsieur Paul-Édouard Amicha, expert en développement local. Mais c'est pas tout. Absolument. Le métier de conducteur routier, ah là 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 là, beaucoup de choses se disent, il y a beaucoup de mythes, de légendes, de fakes, de réalités. On en saura plus avec notre spécialiste de tout ce qui est sécurité routière, consultant en droit routier, Monsieur Paul-Arnaud Écou, qui nous parlera un peu de tout ce qui rythme ce fameux métier de conducteur routier. On leur attribue énormément de choses. Est-ce que cela est forcément de leur fait ou bien cela dépend d'événements qu'ils n'arrivent pas à maîtriser? C'est tout l'esprit de cette conversation dans quelques instants seulement. Mais aujourd'hui, nous sommes, vous le savez, le 7 janvier. C'est la première semaine entière de l'année 2019. Et nous allons aller avec les célébrations du jour. Bien sûr. Et les prénommés sont Raymond, bien évidemment, et Raymond au féminin, Cédric, Virginie, Ray, Ramon et Virginia. Voilà, ce sont les prénoms du jour, lundi 7. Des prénoms qu'on trouve un peu partout, hein, à Abidjan, dans notre entourage, dans la dans le famille. monde. Hein. On salue tous les Raymonds, toutes les Raymondes, Cédric, voilà. Goudou Raymond. Et puis Virginie Efira, artiste belge, très en vogue en ce moment. Virginia, oui. Enfin, allez, dimanche 6 janvier, c'était seulement hier, alors on peut célébrer toujours l'anniversaire. Tant qu'on peut célébrer l'anniversaire après, bon, maintenant on ne célèbre jamais l'anniversaire avant, c'est ce qu'on vous a dit. Dimanche 6 janvier, Kajim, fils de Dja, icône culturelle et reggae de notre pays, a célébré 1 an de plus. Nous lui souhaitons, a posteriori, joyeux anniversaire, l'artiste. Et au niveau international, des anniversaires aussi pour ce 7 janvier, notamment 7 janvier 1983, Robert Richard, acteur, naquit dans ce beau monde. Et puis 1964, 7 janvier 1964, un des acteurs préférés de bon nombre de générations hein, d'Africains, d'Européens, de personnes venant du monde entier. Mr. Nicolas Cage, mesdames et messieurs, oui, acteur charismatique qu'on aime bien dans ses films pour l'étendue de son art d'acteur. Il est très bon, on ne le dira jamais assez. Et voilà, pour cette date aussi, vous connaissez maintenant le rituel. Il y a aussi des personnes qui nous ont malheureusement quittés un 7 janvier 2010, notamment M. Philippe Séguin, haut fonctionnaire et homme politique français. Il est né un 21 avril 1943. Et puis le monde, mesdames et messieurs, parle donc d'astronomie depuis bien longtemps. Tenez-vous bien, un 7 janvier 1610, l'astronome Galilée découvre les satellites de Jupiter, Callisto, Europe, Ganymède et Io. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui permettent aujourd'hui, par exemple la Chine, de permettre son premier alunissage. C'était la semaine passée. Ça, ce n'est pas un alunissage, mais c'est un aflashnissage. Permettez le néologisme. Parce que maintenant, c'est le flash qui va atterrir sur ce plateau. Je vous dis bonjour une fois de plus et bienvenue à Matin Bonheur. Régis Kofi est là. Et oui, bien sûr, bonjour Alix, bonjour Marco, madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. À Danane, le calme est revenu après un affrontement
entre population et forces de défense et de sécurité. Bilan, un blessé. Les manifestants ont saccagé tous les corridors de la ville. À l'origine, une bagarre entre un usager de mototaxi blessé par des soldats. F. Bouy. La ville de Danané a connu une perturbation du trafic ce samedi 5 janvier 2019 dans la matinée due à un mouvement d'humeur des conducteurs de taxis-motos. Pour un retour à la normale, le préfet du département a réuni les acteurs du transport, les conducteurs de taxis-motos, les commerçants, les forces de défense et de sécurité, les élus, les autorités traditionnelles et administratives. À l'issue de cette concertation, des appels au calme et à la normalisation sont lancés. Je dis à tous nos collaborateurs, à tous nos camarades, chauffeurs de baka, de taxi, etc., que dès demain, à partir de 6 heures, nous allons reprendre les activités, qu'il n'y a pas de problème. Les activités vont reprendre demain sans problème. Je demande à toute la population de Danané de vaquer à leur occupation à partir de demain matin, normalement, à tous ceux qui veulent nous visiter, que ce soit du côté de Libéria ou de la Guinée, et même les Ivoiriens qui veulent visiter Danané, de venir sans crainte. Nous avons vécu récemment des événements malheureux à Zouaounié et le département de Danané, malheureusement, s'est invité à cette crise du fait des rumeurs. Donc, évidemment, j'appelle l'ensemble de la composante de la population à ne pas laisser circuler les rumeurs. Je l'ai indiqué, il n'y a pas eu de mort, il y a eu juste un blessé que nous avons pris en charge. J'invite donc les populations au calme et surtout à la retenue. Le préfet a en outre saisi le cadre de cette réunion pour exhorter les conducteurs de taxis-motos à se conformer à la loi. J'ai demandé aux conducteurs de taxis-motos qui bénéficient d'une tolérance administrative de se mettre en règle vis-à-vis de la législation du transport. Faire en sorte qu'ils aient, 1, les vignettes, 2, qu'ils aient l'assurance, 3, qu'ils aient le permis de conduire. Et bien évidemment avec tous les accessoires de sécurité. Il faut le rappeler, le mouvement d'humeur est parti d'un incident survenu le jeudi 3 janvier à un corridor de la ville. En effet, une altercation entre un conducteur de taxi-moto et des éléments de force de l'ordre est née suite à un refus d'obtempérer. Le conducteur en question, blessé, a été pris en charge à l'hôpital général de Danané. Aussitôt informés, le préfet et le maire ont conduit des concertations et des sensibilisations. Malgré cela, le samedi matin, de jeunes gens, principalement des conducteurs de taxis-motos, ont érigé des barricades, saccagé et incendié les corridors de la ville. Bilan général, aucune perte en vie humaine, un blessé et 4 corridors incendiés. Pour l'heure, le calme est de retour dans la ville et les activités ont repris. Le député de Boaké Commune, Charles Niaoré, a offert des vivres et non-vivres aux populations dans le cadre de la journée Boaké Ticlaman, c'est-à-dire Boaké est agréable, un concept qu'il a lui-même initié. Le reportage de Hassan Khan, commenté par Kader Sogodogo. Des chaises, des ustensiles de cuisine et des gazinières à une vingtaine d'associations de femmes et des vivres au centre d'accueil catholique pour enfants et à la pouponnière de Boaké. Nous sommes à la 2e édition de Boaké Ticlaman. Boaké est agréable. Un concept de portée sociale initié par le député de Boaké, Charles Niaoré. Il s'agit de contribuer au bien-être des populations. Nous serons toujours à la tâche. Au nom du président Alassane Ouattara, au nom du chef de gouvernement Amadou Gon Coulibaly, nous serons toujours à la tâche pour leur apporter donc le minimum de bonheur dont ils ont besoin pour vivre mieux. Parrain de cette journée, le ministre des Transports, Amadou Koné, représenté pour la circonstance. C'est ce que le président nous demande, parce que nous autres, on a la chance d'avoir un peu plus que les autres. Notre rôle, c'est de redistribuer à la base et d'être là pour établir un certain nombre de choses. Un soulagement pour les bénéficiaires de cette journée de solidarité. À l'endroit des autres responsables et autorités de Boaké qui pourraient suivre les actions, les actes de l'honorable en venant nous rendre visite. Pas forcément pour peut-être des dons, mais juste une visite, c'est important pour nos enfants. Vraiment, nous étions très heureuses de recevoir ces dons. Charles Niaoré entend faire de Boaké Ticlaman une institution afin d'apporter sa contribution au bien-être des populations de la capitale de la région de Boaké. Sur la période 2019-2027, le programme de réduction d'émissions de gaz à effet de serre a pour objectif de réduire
plus de 42 millions de tonnes de stock de carbone forestier. Pour y parvenir, des consultations régionales des parties prenantes se sont tenues à Abidjan, un axe de la stratégie nationale RED+, qui fait la promotion du concept agriculture zéro déforestation. Walter Amadou Ouattara. Le couvert forestier, estimé à 37% du territoire national en 1960, est passé en 2010 à moins de 14%. Relativement à cette réduction de la forêt, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre en place une culture du cacao, zéro déforestation et retrouver un couvert forestier de 20% d'ici 2030. Un engagement inscrit par le pays en lettres d'or dans le mécanisme international RED+, en 2011, afin de contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Le programme de réduction des émissions du gaz à effet de serre, centré sur le parc national de Taï, reflète cette volonté politique du gouvernement. Chaque action de déforestation, de dégradation de forêt engendre des émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif, c'est que plus de 90% des réductions actuelles soient stoppées. C'est juste que nous organisons cet atelier pour que l'ensemble des parties prenantes se prononcent sur ce document de réduction des émissions qui doit être soumis d'ici 2 jours à la Banque mondiale. Entre financement des projets de reboisement et encouragement pour une économie verte se trouvent des initiatives louables. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est un mécanisme financier. C'est un fonds fiduciaire. Après un démarrage de 400 millions de francs CFA que nous mettions à la disposition du parc national depuis 2014, nous sommes passés à un montant de 590 millions par an. Ce sont des fonds que nous mettons à disposition de manière pérenne. Green Invest Africa est une société de conseil en finances climatiques et finances bas carbone. Nous pourrons par exemple intervenir en ce qui concerne les paiements pour services environnementaux. La proposition qui a été donc faite, c'est soit 1 euro, c'est-à-dire 655,56 francs pour les arbres plantés. Notre cible, c'est donc les petits producteurs. Ces consultations régionales des parties prenantes à Abidjan sont coordonnées par RED+, Côte d'Ivoire. On termine en culture avec l'écrivain malien Toumani Sidibé qui a organisé une cérémonie de dédicace de son livre intitulé « Sevrage ». Ce titre pour exprimer sa douleur suite au décès d'un chercheur malien qui avait entrepris des recherches sur le vaccin contre le paludisme. Christ Diomandé, Abou Sanogo. 107 pages pour plonger le lecteur dans l'œuvre Le Sevrage de l'écrivain malien Toumani Sidibé. Dans cet ouvrage, l'auteur écrit de prose pour exprimer la disparition de son ami, qui a marqué le peuple malien par ses recherches sur le vaccin contre le paludisme. Professeur Ogobara Dumbo était celui-là dont il fait des éloges dans son œuvre. Ici, l'auteur retrace l'objectif visé par le professeur, celui d'aider toute l'Afrique à trouver un remède contre ce fléau. C'est en 2020, en principe, qu'il avait promis de pouvoir trouver un vaccin contre le paludisme. Le paludisme qui est un fléau mondial, c'est un sevrage, c'est-à-dire la séparation d'un être sur lequel nous comptions beaucoup, sur lequel l'Afrique aurait pu compter par rapport à ses valeurs intellectuelles, à ses valeurs intrinsèques. Dans cette douleur profonde, comme tous les Maliens, par son chant dédié à Ogobara, il s'emploie à préparer la communauté scientifique à supporter le sevrage. Pour lui, Ogobara va manquer à l'Afrique. Ogobara Dumbo était l'espoir. Subitement, ça n'est allé. Sévrant tous ces milliards d'êtres humains de cet espoir, on leur coupe cet espoir d'arriver au bout de ces travaux, d'avoir le vaccin et d'être vraiment à l'abri du paludisme. Après Cardiogramme et Le Capitaine, l'écrivain malien est à son 3e ouvrage. Juriste poète, Toumani est aujourd'hui conseiller au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Outre cela, il est au consulat général du Mali à Abidjan. Voilà qui marque la fin de ce premier point d'information. Je vous retrouve à 6h30 pour le développement de l'actualité africaine. Mais avant 6h30, juste une petite question pour vous. On s'est promis de débuter du sport pour cette année 2019. Savoir si vous nous accompagnez.
Est-ce que vous avez commencé à faire du sport? Si. Je fais du sport. Vous faites du sport? Quel sport? Quel sport? Attention, mesdames et messieurs. Sport et activité physique, on a vu ici que... Non, moi, chaque matin, je fais des pompes. Ok. Voilà, et puis... Combien environ? 50 pompes. 50? Seulement? Oh non, non, justement, c'est pour commencer 50. Ah ouais, en 2019. Régis, c'est bon. Voilà, c'est 50 déjà puis, bon. Vous au moins. Bon, au moins, vous allez arriver, quand vous allez arriver à 350 pompes comme Guy Noël qui fait la Ah bon? Oui. Guy Noël, c'est 350 pompes. Il est suivi dans la hiérarchie par Marcelin qui fait 312. Pardon? Mais oui, 312 pompes. C'est bon, Enfin. ça peut aller. C'est déjà ça. Il faut dire la vérité. Merci. Hein, oui, on dit toujours la vérité. On dit toujours la vérité. Vous n'êtes pas là pour vérifier. Si. Je suis seul. Ah bon? Oui, Vous voulez qu'on dise toute la vérité? Oui, je suis seul. Donc personne n'est là pour vérifier. Donc c'est ce qu'il dit qui est vrai. 312 pompes. Ah oui. Après Guy Noël qui fait 350. Même le coach Niamke peut, comment on appelle, témoigner. Ou bien le coach Kadi. Regardez. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter des exercices beaucoup plus dynamiques. On va travailler principalement le cardio. Donc ça va être des sauts, ça va être des déplacements. On aura 5 exercices. Donc sans plus tarder, on commence. Premier exercice, tout le monde le connaît, jumping jacks. On va partir pour 15 répétitions. Et c'est parti. 1, 2, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Deuxième exercice, jump squat. On va garder les jambes écartées à la largeur des hanches ou pour ceux que c'est un peu plus difficile, on peut aller un peu plus large que les hanches. Donc jambes écartées à la largeur des hanches, on descend en squat et on remonte en sautant. Hop, on va en faire 12 comme ça. 3, 2, 1 et on y va. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Excellent. Deuxième exercice, on va partir pour des déplacements. On appelle ça des skaters. Donc, c'est sauter en allant de chaque côté. Même principe. On va en faire 12. 3, 2, 1 et on y va. 1, 2. On pense à bien respirer durant votre exercice. 5. 7. 8. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous pouvez le faire en marchant. 10. Encore. 11. Et 12. Parfait. Quatrième exercice. Split lunge. Je vais me mettre de profil. On va garder, on va partir en position fente. On va descendre en fente, on saute et on change de jambe. Et on y va. 1, 2, 3, on prend notre temps. 4, 7, 8. Les burpees, bien évidemment. Alors, version débutante. On monte, on emmène les mains au sol, on allonge les jambes, on revient et on remonte. Version intermédiaire. On descend, on allonge les jambes, on saute, on revient et on remonte. Pour les plus avancés, on descend, on saute et on revient. On en fait 7 autres comme ça. Hop. 5, 6, 7. On pense à bien respirer. 8. N'oubliez pas, les débutants, pas obligés de sauter. On part pour 10. Intermédiaire. On part pour 11. On saute, on revient. Hop. Et une dernière, 12. Excellent. Alors,
C'est des exercices qui vont permettre de travailler votre cardio. Donc vous allez sentir que vous avez du mal à respirer. Vous allez sentir que vous avez chaud. Vous pouvez prendre des petites pauses en chaque exercice. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Et voilà des instructions très précises pour des exercices cardiovasculaires utiles en ce début de semaine avec le coach Karl Caddy. Et nous, maintenant, nous partons pour un autre pan de notre matinale. C'est le point route. À tout de suite. 6h15, mesdames et messieurs, vous êtes sur Matin Bonheur, vous faites bien. J'espère que la semaine débute bien, que vous êtes bien réveillés, malgré le temps maussade de l'harmattan. J'espère que vous avez vérifié les éléments de visibilité de vos différents moyens de transport afin d'être en toute sérénité. Et puis, parlons de sérénité, on va voir un peu sur nos routes le son aussi. Allez, le boulevard Lagunet qui nous dit bonjour, qui vous dit bonjour, avec bien sûr ce joli panorama, bel angle de vue de notre capitale administrative qui se réveille. Coucou à la capitale politique, c'est-à-dire Yamoussoukro, avec des routes qu'on aura en image un jour, hein. On vous promet. Et nous revenons du côté de Cocody de Plateau, boulevard Latry, qui nous accueille pour notre second coup de frein. Voilà, circulation plutôt fluide sur la voie du Latry donc. Accélération cette fois pour le De Gaulle. Nous sommes au garde à vous pour voir un peu ce que nous avons là-bas à cette heure-ci de la matinée de ce 7 janvier 2019. Voilà, on a une constante, hein, c'est que le temps est assez sombre sur toutes les principales artères de notre capitale administrative avec bien sûr les éléments de visibilité qui marchent déjà. Regardez déjà des phares. Et ça, c'était la dernière virgule au niveau routier, juste avant notre invité qui se nomme Alix. Monsieur Paul Arnaud Écou, il est notre consultant en droit routier. Mais avant, vous savez que nous avons un jingle et on le reçoit juste après. Bonjour, monsieur sécurité routière de Matin Bonheur, comment ça va? Bonjour Marcelin, bonjour Alice. Bien réveillé ce matin. Bonne année à vous et bonne année à tous les agents. Ah oui, c'est la première de 2019. La première émission. Okay. Bonne année, route sans accident. Exactement. Zéro accident, c'est ce qu'on souhaite. Et moins de colère. Pour avoir zéro accident, il faut vraiment maîtriser les fondamentaux. Et les fondamentaux passent par exemple par différents métiers de la route. Le métier du conducteur routier, c'est le thème aujourd'hui. Pourquoi choisir ce thème-là? Vous avez remarqué certaines choses? Non, parce que j'ai constaté que les conducteurs eux-mêmes et beaucoup d'Ivoiriens banalisent cette profession. Et j'espère qu'au terme de cette émission, on va comprendre les enjeux qu'il y a d'être un conducteur routier. J'espère. Alors, donc, en quoi consiste le métier de conducteur routier? Le conducteur routier, comme peut-être le nom l'indique, on va dire simplement, c'est celui qui fait de la conduite d'un véhicule son activité professionnelle. Simplement dit, il travaille au quotidien dans la conduite automobile. Sauf qu'il faut distinguer le conducteur routier tel que le code de la route l'a prévu, qui est le professionnel, du conducteur simple qui prend le volant, dont la fonction principale c'est d'assurer la direction, la commande du véhicule. Le conducteur routier, comme il est un professionnel, en plus de la direction et la commande du véhicule, il va avoir d'autres obligations contractuelles. Et puis il va avoir aussi des obligations de gestion de la relation client parce qu'il est soit employé, soit il a une mission à accomplir qui vient s'ajouter à cette fonction de conducteur. Donc ça va le distinguer de celui qui prend juste le volant. Et cette définition va aller plus loin lorsqu'il va avoir des cas d'accident, des cas d'assurance automobile à faire valoir. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre un conducteur et un chauffeur routier? Légalement, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est le chauffeur routier, le conducteur routier sont les personnes qui travaillent dans la conduite automobile. Donc, il n'y a pas véritablement de différence, sauf qu'on va employer le mot chauffeur pour désigner une catégorie de professionnels. On va dire chauffeur de taxi, chauffeur de bus, chauffeur de car, et puis le conducteur routier va désigner l'ensemble de ce corps de métier en tant que tel. Sauf que chez nous, il faut dire que la notion de conducteur routier chez nous, il est plus large. Par exemple, quand on attend routier dans certains pays, on va se cantonner à des transporteurs, aux transporteurs, aux transporteurs de marchandises, enfin aux conducteurs de véhicules de transport de marchandises. Mais chez nous, on va désigner tout professionnel de la conduite. Et dans la mesure où le conducteur, ce n'est pas seulement celui qui tient le volant d'une voiture, on va appeler le cycliste conducteur, on va appeler à moto, on va l'appeler conducteur. Chaque fois qu'il tient les guidons, chaque fois qu'il tient... On va même appeler conducteur le berger qui conduit un pâturage sur la route. C'est un conducteur aussi. C'est un conducteur, selon le code de la route. Voilà.
Okay. Et donc, lui, il est le conducteur simple et il va être professionnel lorsqu'il va le faire dans le cas d'un métier. On va dormir moins bête. Avec quel permis Oui, justement, bon, c'est-à-dire que dans le code de la route, il y a certains qui sont astreints au permis, il y en a qui ne sont pas astreints au permis de conduire, comme le cycliste et le berger. Ben voilà. Alors, pour ces différents types de métiers de conducteurs, quelles sont les conditions de travail, une journée? Oui, les conditions de travail de conducteur, je vais les rassembler en deux grands éléments. Très bien. La condition essentielle, c'est la condition du respect horaire. C'est que les Ivoiriens pensent qu'on conduit à tout moment. On dit qu'un conducteur ne doit pas conduire plus de 12 heures dans une période de 24 heures. Et il a l'obligation de marquer une pause de 30 minutes toutes les 5 heures. On peut reprendre ça parce que ça me fait... À moitié de la journée. Déjà. À moitié de la journée, on ne peut pas forcer quelqu'un à conduire plus de 12 heures. Le conducteur doit s'interdire lui-même de conduire plus de 12 heures dans une période de 24 heures. Pragmatique. Le chauffeur, enfin le conducteur qui commence à partir de 6 heures, à 18 heures, vraiment, il ne doit plus être sur la route. Mais quand on voit les yeux de certains, mon très cher Paul Ou même pour les voyages de nuit, il y a certains qui prennent la route le matin. Et on va prendre des excitants, on va prendre des cafés. Voilà. Mais bon. Du jalan. Je vous dirais que si, tout comme un peu, si l'agent de contrôle se rend compte que vous êtes vraiment fatigué, il peut vous interdire, il peut mettre le véhicule en immobilisation, il peut vous interdire de conduire s'il s'aperçoit qu'il y a des signes visibles d'épuisement. Parce que vous avez l'obligation de marquer une pause toutes les 5 heures et une pause que le code dit 30 minutes au minimum. Et le code même vous impose des fois de prendre une période de repos de 8 heures au moins avant de continuer à travailler. Donc vous voyez que le conducteur professionnel, ce n'est pas juste prendre le volant, il y a beaucoup de... Voilà. Bon, quand vous parlez de pause, cela ramène aussi à des aires de repos. Sur nos voies, ce n'est pas très évident. Autant rester dans son véhicule, c'est dangereux. Bon, pas forcément dans son véhicule, autant ranger le véhicule sur le bas-côté de la route ou quitter la route, retrouver un endroit privé pour se reposer calmement. 30 minutes, ce n'est pas juste 5 minutes. Endroit privé. Oui, mais ce que Alice dit, c'est vrai parce que la sécurité aussi doit être de mise. Ben voilà. Exactement. Voilà. Parce que c'est des personnes qui travaillent avec de gros fonds. Voilà. On se dit qu'ils ont des moyens. C'est vrai que ce qu'elle dit fait penser à nos routiers qui garent le long de la voie, de gros camions, avec qui réduisent la voie. Je comprends bien, et là, vous avez totalement raison là-dessus. Alors, cela nous renvoie à une question très, très claire. Quelles sont les qualités essentielles pour un bon conducteur routier? Est-ce les vitamines qu'on prend ou bien respecter... Est-ce que... Ils se disent que s'ils respectent scrupuleusement ce que la loi dit, ils n'auront pas assez, disons la vérité. Donc ils veulent contourner ou ils se mettent à deux sur la voiture. Peut-être on pense à tout, mais la qualité essentielle du conducteur routier, c'est la formation. Contrairement à ce qu'on croit, ne devenez pas conducteur qui veut. C'est pas parce que vous avez un permis que vous devenez conducteur routier. Je vais peut-être lire le code cette fois-ci-là parce que d'habitude quand je parle, on a l'impression que c'est mon code à moi. L'article 138 dit, du code de la route dit, toute personne désirant faire de la conduite automobile sa profession devra, en plus de l'obtention du permis de conduire de sa catégorie, subir une formation initiale de conducteur routier dans un centre de formation professionnelle agréé et sanctionné par un certificat d'aptitude de conducteur routier. On en a ici en Tous les 2 ans à compter de son obtention, tout titulaire est tenu de se présenter dans ce centre en vue du suivi à une formation de recyclage. Donc il y a une formation continue. Il a une formation initiale pour être conducteur, pour pouvoir prétendre prendre le volant. Il a une formation tous les 2 ans. On parle de quel pays? On parle du code de la route de la Côte d'Ivoire. Voilà, mais les chauffeurs que vous voyez, ils sont formés. Attendez, ils sont de quel centre de formation? Je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question. Vous êtes bien placé. Vous êtes sur le terrain, normalement, vous devez faire ce travail-là de vérification. Il y a 2 acteurs. Je sais que l'autorité publique prend beaucoup d'engagement. Je sais que l'OSEF fait des recyclages, fait de la formation. Avec qui? Avec des chauffeurs, avec des moniteurs d'auto-école. J'en ai déjà vu. Maintenant, est-ce que c'est quotidiennement appliqué sur la route? Mon ami Drissa, qui est chauffeur de Baka, qui a eu son permis à force de ses économies, mais qui sait conduire, qui sait bien conduire, qui est un peu consciencieux. Il n'a pas fait d'école de formation. Son seul diplôme, c'est son permis. C'est ça. Et ça devient un profil de carrière. Justement, pour que ça... Baka, après, c'est gros camion. Votre ami Drissa, je ne sais pas s'il n'a pas fait la formation, mais votre ami Drissa ne sera pas un conducteur routier, il ne sera pas un professionnel, il sera juste un amateur. Et ça, il n'a pas le droit de prendre le volant. Malheureusement, mais Drissa est déjà sur la route, Drissa a son conduit, il va au Mali avec ses gros camions, Drissa est polyvalent. Parlez à Drissa aussi. Drissa, il est polyvalent. Non, mais il y a des milliers de Drissa, il y a des milliers de Drissa. Il faut l'inviter à se faire former, je suis d'accord avec vous, Alice. Est-ce que, non, concrètement, parce que Drissa fait partie d'un système qui est là depuis des années. Quelle école de formation on a pour les chauffeurs de Baka? L'OSEF ne peut pas tout faire. Dans la pratique, moi, je vais constater, par exemple, pour les sociétés,
C'est comme, par exemple, la RTI a des chauffeurs. Moi, je connais des entreprises qui ont des centaines de chauffeurs qui organisent régulièrement ces formations-là. Je ne sais pas si c'est conformé à la loi, mais je ne sais pas de façon pratique, de façon générale, qu'est-ce que le gouvernement fait. Mais c'est vrai qu'il y a véritablement un déficit de ces centres-là, et ça, il faut le déplorer. Il y a un déficit, c'est le gouvernement. Et ce qui fait mal, c'est que ça, c'est le décret date de 2016, mais c'est une disposition qui date des années 70. Dans les années 70, je me rappelle très bien que le code imposait même aux chauffeurs de taxi d'avoir la moyenne de 12 sur 20 à ces tests. Donc le conducteur routier professionnel avait 10, mais le chauffeur routier de taxi urbain devait avoir 12 au moins, avec une obligation de satisfaire à tout ce qu'il y avait comme les examens de la courtoisie, de la politesse. Donc c'est un code qui a été fait pour la Côte d'Ivoire. Voici un autre thème encore, la courtoisie et la politesse. Ça, c'est un autre sujet. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'on ne sait vraiment pas qui conduit sur nos voies. On ne sait vraiment pas qui conduit, c'est à déplorer aussi. On se lève le matin, on monte dans des voitures, on ne sait même pas qui est dedans, qui nous conduit. Parce que bon nombre de ces conducteurs-là, généralement, c'est pour des particuliers, comme on les appelle, et du lachet, généralement. Je suis d'accord, parce que on a tendance à plus accentuer la réglementation, la répression sur le transporteur, qui n'est pas forcément le conducteur, qui a son rôle à jouer. Et je pense aussi qu'il faut vraiment qu'on remette de façon opérationnelle cette disposition du code de la route là en jeu. Mais c'est un secteur tellement sensible, quand on veut s'attaquer à cela, on veut mettre de l'ordre, il y a toujours après des soucis. Donc des fois, je comprends parfois que les autorités puissent prendre ça avec des pincettes. Mais bon, à un moment, c'est la vie des gens qui est en jeu. Donc, voilà, c'est pas du... Voilà, moi, je peux dire quelque chose à l'antenne, Alex peut dire quelque chose à l'antenne. Mais ça on l'a dit, mais on peut rectifier après. Mais bon, la route, c'est un coup KO, comme on dit. Exactement, c'est un coup KO et c'est des... Comment on peut contourner? Comment l'OSER, le ministère des Transports, tout ça, peuvent laisser les histoires comment on appelle, de messages de fin d'année là pour s'attaquer aux concrets problèmes? Parce que c'est à la fin d'année seulement on a des messages du ministère des Transports, de l'OSER, tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas changer un peu pour une fois et puis faire des choses vraiment, même sans publicité, mais pratiques dans le terrain? Pour le quotidien. Oui, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se font. Peut-être que ce n'est pas fait à grande échelle, c'est fait de façon échantillonnée. Je sais que l'OSER a lancé une formation en outils de sécurité routière. L'OSER forme régulièrement les moniteurs d'auto-école. Maintenant, nous, on n'a pas les moyens de contraindre les transporteurs de venir à nous, ou bien les chauffeurs de venir à nous pour se former. Nous, on propose des personnes sensées qui comprennent l'intérêt, qui viennent de façon volontariste, alors que c'est une obligation légale. Et c'est ça qui est la seule différence, la seule chose à déplorer. Donc, il faut peut-être qu'on mette l'accent sur l'obligation de formation initiale et formation continue du conducteur. Et nous, peut-être, on sera plus à l'aise en face. Voilà. D'accord. Il faut savoir également que ce n'est pas parce que les choses ne sont pas très bien régulées qu'il n'y a pas des sanctions en face. Donc, quelles sont donc les sanctions en cas de manquement de conducteur? Les sanctions sont les mêmes. Allez-y. Les sanctions sont les mêmes, c'est-à-dire que toutes les sanctions du code de la route vont s'appliquer aux conducteurs, dans la mesure où les conducteurs, et des sanctions qui vont réglementer aussi ces obligations contractuelles, ainsi de suite. Le conducteur, comme on l'a dit, il faut avoir une bonne formation, mais il doit aussi respecter le code de la route en tout point. Donc ces manquements vont être sanctionnés. Déjà ne pas disposer son permis de conduire sur une infrastructure est sanctionné. Ne pas respecter ses obligations contractuelles vont être aussi sanctionnées. Quand vous prenez un transporteur, comme on a l'habitude de voir dans la circulation, et que vous n'avez pas de destination, vous le débarquez, ça va aussi entraîner des sanctions. Lorsque vous prenez les marchandises de quelqu'un, que vous n'avez pas, par votre faute de conducteur, vous allez entraîner des défaillances à ce matériel, vous allez être sanctionné. Pareillement, en matière d'assurance, vous allez être sanctionné. Voilà. Merci beaucoup, très cher. Avec vous, on apprend beaucoup et on espère qu'on va mettre les choses en ordre de bataille afin que nos routes soient des plus sûres dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde. Merci d'être à Matin Bonheur. Tout de suite, le deuxième flash précédé de la publicité. C'est toujours avec notre ami Régis Kofi. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera relativement froide dans les régions. Partant du nord au sud du pays, les poussières en suspension voileront légèrement le soleil sur la plupart de ces régions. Des réductions de visibilité s'observeront dans les régions littorales et forestières, suite à du brouillard ou de la brume humide tôt le matin. Au fil des heures, le soleil reprendra ses droits. Les températures pour la matinée, on notera comme maximale 24 degrés dans la ville d'Abidjan, 23 degrés à Adiaké, 20 degrés dans les villes de Bondoukou comme celle de Boaké, 21 degrés à Daloa ainsi qu'à Dimbokro. À Gagnoua, il fera 22 degrés, 19 degrés comme minimal à Korogo, 20 degrés à Mans, 19 degrés dans le Kabadougou. À San Pedro, il fera 23 degrés, 24 degrés à Sassandra, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Yamoussoukro.
pour l'après-midi, quelques nuages pourront faire leur apparition dans la partie sud du pays suite à des remontées des vents océaniques sur le continent. Des gouttes pourront tomber de ces nuages. En allant vers le nord du pays, les poussières seront encore en suspension dans l'atmosphère. L'harmattan continuera de sévir dans ces régions. Les températures pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké. À Bondoukou et à Bouaké, il fera 33 degrés. À Daloa, Dambokro et Gagnoa, on notera 32 degrés. 31 degrés à Korogo. 29 degrés dans la ville de Mans, ça sera la minimale. 31 degrés à Odiéné. 30 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou. 31 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Merci de nous rejoindre dans l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. En République démocratique du Congo, il faut encore attendre pour connaître le nom du successeur de Joseph Kabila. La CENI n'indique aucune date pour la publication effective des résultats provisoires à l'élection présidentielle. La Commission a centralisé un peu plus de la moitié des bulletins de vote sur ces élections, suivant la réaction du directeur de campagne de Martin Fayulu, Pierre Lumbi. C'est donc avec regret que la coalition Lamuka constate que la CENI n'indique aucune date pour la publication effective des résultats provisoires à l'élection présidentielle, ainsi que celle d'ailleurs législative nationale et provinciale. La coalition Lamuka met en garde la CENI contre toute tentative de modifier les résultats affichés devant les bureaux de vote et la tiendra pour responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de cette situation. À Madagascar, les partisans de Marc Ravalomanana continuent de dénoncer ce qu'ils considèrent comme des fraudes électorales. Ils ont été dispersés par les forces de maintien de l'ordre samedi lors d'une manifestation. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi était à Dakar. Il a échangé avec son homologue sénégalais Sadiki Kaba. Après l'Éthiopie, la Gambie et le Burkina Faso, le ministre chinois termine donc sa tournée africaine au Sénégal, où Pékin a beaucoup investi ces dernières années. Le gouvernement du Ghana a approuvé une enveloppe de plus de 200 milliards de francs CFA pour soutenir 6 banques locales sur le point de fermer. La Banque centrale du pays avait fixé fin 2018 comme la date limite pour que toutes les banques satisfassent à une exigence minimale d'un capital de plus de 40 milliards de francs CFA au risque de voir retirer leur licence. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. On se retrouve donc dans quelques instants, c'est-à-dire à 7 heures. Très exactement, après Instant Vérité de Gabriel Zani. Même pour l'heure, vous savez que nous avons refermé une année qui a été riche en événements de toutes sortes. Nous vous avons compilé en tout cas un beau pot pourri de tous ces événements-là, le No Comment des grands événements dans le monde de 2018. I run it,
And at the end of the day, I'm responsible for what happens here. Mesdames et messieurs, merci de choisir Matin Bonheur pour vous réveiller. Dans quelques instants seulement, nous aurons le plaisir d'être en compagnie de Gabriel Zani avec son invité dans le cadre Instant Vérité. Un invité qui nous parlera d'un thème qui intéresse au plus haut point les Ivoiriens, la gestion des déchets. Je vous laisse mijoter un peu sur le nom de l'invité et puis on demande à tous ceux que nous contactons, que nous sollicitons vraiment de venir à Instant Vérité. C'est un moment de partage que les Ivoiriens apprécient énormément. Ce n'est pas un moment de règlement de compte ou de justice, mais il faut venir expliquer tout ça avec Gabriel Zani qui se fera fort de vous recevoir, de préparer l'émission avec vous. Préparer l'émission, préparer la semaine aussi. Ça demande une bonne dose de motivation. Lundi, motivation, c'est maintenant. Sais-tu que tu fais partie de moins de 20% de la population mondiale à avoir un toit sur la tête, pouvoir manger à ta faim, être en bonne santé, avoir l'électricité à domicile, l'eau courante dans ta maison, une connexion Internet accessible en cas de besoin, l'accès à la télévision pour t'informer de l'état du monde et un moyen de transport pour te déplacer. Mais quelle chance! Sais-tu que tu devrais avoir de la gratitude pour ce que tu possèdes aujourd'hui, même si tu désires posséder bien plus au fur et à mesure? Sais-tu que le sentiment de gratitude est la manière la plus facile de penser positivement et de développer les émotions et la motivation nécessaires pour agir avec efficacité? Cet état d'esprit te permettra de t'ouvrir à des opportunités et des solutions que tu ne verrais jamais en t'enfermant dans le découragement et dans le pessimisme. Réjouis-toi de tous les petits bonheurs quotidiens qui t'arrivent, de tous les petits gestes de la vie, de la plus petite attention. En t'endormant tous les soirs, sois reconnaissant pour toutes les choses positives de la journée passée. Même si certaines te semblent banales, en fait, elles ne le sont pas du tout. Pendant que tu as vécu cette journée en santé, malgré quelques petits soucis, certains ont eu un accident en quittant leur domicile. Sais-tu que il y a certainement des défis à relever pour toi, mais tu as également une foule de choses qui vont bien que tu ne regardes peut-être pas vraiment, tant cela te semble naturel. Tu regardes plutôt tout ce qui ne va pas et l'amplifies bien au-delà de la dimension normale des choses et bien plus que les bienfaits que la vie te donne. Fais juste preuve de gratitude. En te levant tous les jours, commence à exprimer ta gratitude pour cette nouvelle journée d'opportunité et simplement pour la vie. Chaque jour est une nouvelle occasion de découvrir, d'apprendre, de comprendre, de partager et d'aimer. Et la gratitude.
Exactement, et merci au coach Ina Kanouté pour ces phrases poignantes qui nous donnent en tout cas d'être toujours motivés. Il faut vivre le présent parce que c'est la donnée que l'on maîtrise et non pas rester dans le passé ou encore s'apesantir sur l'avenir ou le futur. Le présent, c'est celui qu'on détient. Voilà. Alors, nous passons maintenant à Instant Vérité, voilà, et Gabriel Zani est bien installé avec son invité. On vous rappelle aujourd'hui, le thème, c'est la gestion des déchets, un échec ou une réussite. Monsieur Paul-Édouard Amicia, expert en développement local, nous précisera sur ces questions qui seront posées, bien sûr, par la sagace Gabriel Zani. Instant Vérité. Bonjour à tous, vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Bonne année à tous et surtout plein de succès. Les ordures, ces déchets s'entassent autour des marchés, dans les carrefours, les caniveaux, le long des routes. La ville d'Abidjan concentrait à elle seule en 2009 plus de 500 000 tonnes d'ordures. Malgré les opérations Ville propre, Pays propre, grand ménage, balai devant ta porte lancé par les autorités compétentes, la question de la salubrité demeure toujours un véritable casse-tête. Autorités, population, sociétés privées en charge de la collecte des ordures se rejettent les responsabilités sans trouver de solution. Des experts ont donc mené des études sur le sujet de la gestion des ordures pour situer les responsabilités afin d'éviter les échecs répétitifs des opérations. Alors, ces questions suivantes s'imposent. Qui doit faire quoi exactement dans le secteur de la gestion des déchets? Pourquoi les mairies n'ont plus la gestion des ordures? À qui revient la responsabilité de rendre les villes et communes propres en Côte d'Ivoire? Ce lundi matin, pour ce premier numéro de Instant Vérité de l'année, je suis avec notre expert en développement local, Paul-Édouard Amicia. Bonjour, Paul-Édouard Amicia. Oui, bonjour. Merci d'être venu à Instant Vérité. Alors, Paul Amicia, vous avez réalisé en 2013 une étude pour la gestion de la salubrité à Toumoudi. Alors, la commune de Toumoudi, c'était juste un échantillon de ce que sont en général nos communes en Côte d'Ivoire. Alors, la question de la gestion des déchets dans les villes de communes ivoiriennes en toute franchise, quel est l'état actuel des lieux? Je dirais 3 mots. D'abord échec, espoir et défi. Pourquoi échec? Tout le monde constate que nos villes sont sales. Souvent, quand on rentre dans une ville, on constate un grand tas d'ordures à l'entrée de la ville, des ordures qui jonchent les rues, et c'est un constat, on dira général en Côte d'Ivoire. Je dis espoir, parce que les Abidjanais ont pu constater ces derniers mois beaucoup de changements dans la gestion des ordures. Akwedo est fermé, on a un véritable centre de gestion des ordures. On constate dans les rues des engins qui sont adaptés à la gestion des ordures. Et je dis défi, parce qu'il faut que ça se généralise à l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire. Alors, vous avez donc aussi construit le problème. Alors, quelle est la principale cause de ce constat de dépôt de déchets, d'insalubrité en Côte d'Ivoire? Quelle est la principale cause? On connaît bien évidemment le petit fait, mais quelle est la principale? Il y a plusieurs causes. D'abord, les infrastructures. Il n'y a pas assez d'infrastructures pour gérer les ordures. La plupart des grandes villes n'ont pas de décharge. Vous constatez aussi dans les rues qu'il y a très peu de poubelles. Ça, c'est ce qui relève de l'État. Ce qui relève des collectivités, c'est que les rues ne sont pas balayées, les caniveaux ne sont pas curés et les marchés ne sont pas propres. Mais il y a aussi et surtout la responsabilité du citoyen.
D'accord. Alors, donc, la responsabilité des citoyens, la responsabilité de l'État, la responsabilité des structures en charge de la pré-collecte et de la collecte des ordures. Alors, donc, dans ce cas-là, plusieurs programmes ou opérations de salubrité pour rendre propres nos villes et communes ont été initiées par les autorités. Alors, pourquoi ces opérations-là n'ont pas connu de succès? Oui, parce qu'il faut que tout le monde soit impliqué. Et la gestion des ordures, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Hein, on produit des ordures au quotidien et une opération ponctuelle ne peut pas régler un problème qui est quotidien. Alors, une opération ponctuelle ne peut pas régler un problème qui est quotidien. Dans ce cas-là, à qui la faute du fiasco? À qui la faute? J'ai dit à chacun d'entre nous. Non, principalement, il faut qu'ici, qu'on sorte avec des réponses claires et que chacun se fasse une opinion de ce qui est exactement. Alors, à qui la faute du fiasco des opérations qui ont été lancées? Je parlais tantôt de balai de vente à porte, de grands ménages, de villes propres, pays propres. Tout ça, ça a été lancé. À qui la faute de l'échec de ces opérations? Et je dis, il faut placer les responsabilités au niveau de à chaque niveau. Les citoyens continuent de jeter les ordures dans la rue. En tant que parents, nous n'éduquons pas nos enfants à ne pas jeter des ordures dans la rue. Est-ce que ce sont seulement les enfants? Oui, j'ai d'abord nous, citoyens, voilà. Et en termes d'éducation pour nos enfants, nous ne le faisons pas. Alors, on peut mettre en place n'importe quel système, mais tant que le citoyen ne sera pas éduqué, ça ne servira à rien. Mais qui doit éduquer le citoyen? Il y a d'abord le système éducatif. Est-ce qu'à l'école, on apprend aux enfants à être propres? Est-ce qu'aujourd'hui, on veille à ce que le citoyen respecte les mesures qui sont prises? Je sais qu'à l'époque, il y avait les services d'hygiène publique qui passaient dans les cours, vérifier si les gens respectaient ces mesures. Il appartient à tout le monde. D'accord. Alors, est-ce que c'est parce que, une petite idée comme ça sur l'échec des opérations qui ont été menées, alors est-ce que c'est parce que les populations n'ont pas été associées au départ aux différentes initiatives du ministère, notamment de la salubrité, que ces initiatives-là n'ont pas fonctionné? Oui, parce que il faut associer les populations, hein, parce que la problématique est différente dans chaque localité. Et tant que les populations ne sont pas associées, c'est sûr qu'on ne peut pas faire quelque chose sur du long terme. D'accord. Alors, une autre question avant d'aborder un point assez essentiel. Laissez-moi vous demander ceci. Qu'est-ce qui revient aux populations dans la gestion des ordures ménagères? Qu'est-ce qui revient exactement aux populations? C'est vrai, tantôt vous l'avez dit, qu'on peut jeter des bouts de papier dans la rue, que ce soit partout, en voiture, dans les restaurants et tout cela. Mais qu'est-ce qui revient aux populations dans la gestion des ordures au quotidien? La première des choses déjà, c'est d'avoir une poubelle. Et vous serez étonné de constater qu'il y a des ménages qui n'ont pas de poubelle. Alors c'est déjà de dire un ménage, une poubelle. Et derrière ça, selon le système qui est mis en place, il peut y avoir des systèmes de pré-collecte et on demande aux populations d'adhérer à ces systèmes-là. Mais la première des choses, c'est d'avoir une poubelle et de jeter les ordures dans sa poubelle. D'accord. Alors, Monsieur Paul-Édouard et Michel, dans votre étude que vous avez menée, il y a un pan qui a vraiment retenu notre attention, c'est la gestion des déchets agricoles. Qu'en est-il exactement? Et qu'est-ce que c'est? Les populations n'entendent pas parler, on ne sait pas, mais on dit que la Côte d'Ivoire croule sous le poids des déchets. Mais c'est quoi ces déchets agricoles? D'accord. En fait, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao. Produit 2 millions de fèves. Et ces 2 millions de fèves génèrent plus de 20 millions de déchets, et principalement des cabosses. Et la problématique du déchet est simple. Si vous le traitez, il vous enrichit. Si vous ne le traitez pas, il vous empoisonne. Parce que les déchets dégagent des gaz, qu'on appelle gaz à effet de serre,
parce que ça joue sur le climat. Et aujourd'hui, c'est 20 millions de tonnes de cabosse ne sont pratiquement pas valorisées, alors qu'on peut en faire de l'électricité, on peut en faire des fertilisants, on peut en faire du charbon. Et c'est la même chose pour l'anacarde. On a 700 000 tonnes d'anacarde qui génèrent plus de 7 millions de tonnes de déchets, qui est essentiellement constitué de la pomme, qui peut être utilisé pour faire des jus de fruits, pour faire de l'aliment pour bétail, et qui là aussi n'est pas utilisé. Bien, donc dans ce sens-là, vous avez mené une étude, vous avez réalisé un rapport au compte de l'Association internationale des maires francophones, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, justement. Alors, donc, vous avez parlé de l'économie circulaire basée sur la gestion des déchets. Alors, qu'est-ce que c'est cette étude et quel est son objectif? Voilà. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, on se rend compte qu'on est obligé de changer notre mode de produire et de consommer. Jusqu'à présent, on extrayait des ressources, on produisait et on jetait. Et on se rend compte que ce n'est plus viable. C'est de dire comment aujourd'hui on transforme nos déchets en ressources. Je citais le cas du cacao, le cas de l'anacarde, et c'est la même chose en ville. Vous prenez une ville comme la ville de Lille, qui aujourd'hui transforme ses déchets en méthane, et ce méthane sert à alimenter l'ensemble du parc d'autobus de la ville. On pourrait faire la même chose à Abidjan. Alors, vous, dans votre étude, qu'est-ce qu'on pourrait faire la même chose à Abidjan, c'est vrai et tout ça, mais est-ce que vous avez mené des études sur les questions, la transformation des déchets comment je vais dire, en économie, comme vous l'avez dit? Est-ce que vous avez mené des études, vous avez vu que c'est porteur? En quoi on peut transformer les déchets agricoles, par exemple, en Côte d'Ivoire? Soyons plus concrets sur la question. Non, je le dis, je veux dire, il y a eu des projets pilotes pour transformer des cabosses de cacao en électricité. Aujourd'hui, vous allez à Ferry, il y a des jeunes qui aujourd'hui utilisent les cabosses de cacao pour faire du charbon. Et ce charbon coûte moins cher que le charbon de bois et il est plus efficace. Les exemples existent. L'INPHB de Yamoussoukro travaille sur la valorisation de la pomme d'anacarde. D'accord. Alors, si les exemples en la matière existent, pourquoi ce n'est pas vulgarisé? Pourquoi les choses au TAD, on n'en a pas connaissance? Dites-nous. Oui, parce qu'il n'y a pas de plateforme de concertation. Il faut aujourd'hui, sur un territoire, qu'il y ait des plateformes de concertation entre les producteurs, entre le secteur privé, avec les collectivités. Et ces plateformes-là n'existent pas. Il n'y a pas vraiment de lien entre la recherche et l'application. À quoi cela est dû? À quel système? Quel est le système qui est défaillant? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la concertation. C'est la concertation. Donc, il n'y a pas de synergie d'action entre les différents acteurs. Ouais. Alors, donc, l'État, on va prendre le cas d'une commune, État, mairie, entreprise, qui fait quoi exactement? Ou encore, qui devrait faire quoi pour qu'on évite de vivre ce constat, malheureusement, d'insalubrité que nous voyons dans nos villes et communes? Voilà. Qui devait faire quoi? Je veux dire, il faut créer des cadres. Et dans un des plans de gestion de la salubrité qui avait été lancé en 2009, c'était la régionalisation de la gestion des ordures. C'est quoi ça? C'est-à-dire que dans une région donnée, c'est de prendre l'administration décentralisée, la région, les communes, et c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour que la région soit propre, c'est-à-dire à la fois les communes et les sous-préfectures, combien ça coûte et comment on se répartit le budget de la salubrité entre l'État, la région et les communes. Bien, je pense qu'à vous écouter, je pense que je n'ai pas été peut-être bien comprise. La question que j'ai posée, c'est entre l'État, les mairies, donc les communes et les entreprises dans une commune donnée. Qui doit faire quoi exactement en termes, je vais dire, de salubrité, en termes de mesures pour rendre une commune donnée propre? D'accord. Jusqu'en 2007, la gestion de la salubrité était confiée aux communes. Depuis 2007, l'État a repris une partie des prérogatives.
Les prérogatives qui restent au niveau communal, c'est le balayage des rues, le curage des caniveaux et la gestion des marchés. Ce qui revient à l'État, c'est la précollecte, la collecte et le transport en décharge et la gestion des décharges. Bien. Maintenant, l'État peut concéder cette gestion à des entreprises. C'est ce qui se fait à Abidjan, à Yamoussoukro, à Ce qu'on a constaté, malgré la concession de ces actions-là, ces activités-là à des entreprises, ça ne marche pas. Donc, la question qui est persistante est la suivante. L'État fait quoi en termes de salubrité? Les mairies font quoi en termes de salubrité? Vous, en tant qu'expert, avec vos études que vous avez menées, concrètement, donnez-nous ici des solutions, donnez-nous ici des pistes de réflexion. L'État doit faire quoi exactement? Les mairies doivent faire quoi? Et les entreprises doivent faire quoi? Pour qu'on ait au moins, à l'horizon 2020, comme on avance vers l'émergence de la Côte d'Ivoire, que nous tous, nous soyons émergents et que nos villes et communes soient propres. D'accord. Les situations sont différentes. Il y a des situations qui sont particulières. Ce sont les deux capitales. Hein, c'est Abidjan, c'est Yamoussoukro, où l'État a peut-être un rôle plus important à jouer. Maintenant, on se rend compte que l'État ne peut pas ramasser les ordures dans l'ensemble des communes. Il faudrait qu'elle puisse concéder cette gestion-là aux mairies, hein, aux communes, et qu'elle contrôle le travail qui est fait. Mais tout est question de moyens. Hein. C'est de dire qu'il faut pouvoir aussi mettre les moyens à la disposition des communes, de la même manière qu'on met les moyens à la disposition des entreprises qui font ce travail. D'accord. Justement, on va parler du financement, vous parlez de moyens. Donc, le financement durable de la gestion des déchets reste, comme je viens de le dire, une question assez importante, une question de fond. Alors, comment l'État finance l'enlèvement des ordures? Parlons-en rapidement, on n'a plus assez de temps. D'accord. Il y avait un fonds, hein, ce fonds a été supprimé et il y a une nouvelle société qui a été créée qui est la NAGED. Il y a, vous savez, sur vos factures, hein, une taxe pour le ramassage des ordures. Il y a une taxe pour l'environnement qui est prélevée sur les importateurs de véhicules d'occasion. Et il y a aussi le budget de l'État qui contribue à ça. Mais de manière manifeste, ce n'est pas suffisant. Alors c'est pour ça qu'on dit que l'État à lui seul ne peut pas financer. C'est de voir maintenant qu'est-ce qui va revenir aux régions, qu'est-ce qui va revenir aux communes et qu'est-ce qui va revenir aux ménages. Alors, les Ivoiriens veulent savoir quelque chose qui est vraiment très important. Alors, la taxe, vous avez parlé de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Alors, cette taxe-là, vous l'avez dit, est prélevée sur les factures de consommation d'électricité. Alors, où va cet argent? Oui, comme je dis, c'est géré au niveau de l'État par la NAGED, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Comment ce n'est pas suffisant? Oui, je veux dire, quand on prend le coût d'enlèvement des 5 millions de tonnes d'ordures que les Ivoiriens produisent chaque année, et quand on prend ce qui est prélevé, il y a un gap qui est important, surtout au niveau de l'intérieur, où si on prend une ville de l'intérieur, il y a très peu de personnes qui payent ces différentes taxes-là, et le montant pour non seulement investir dans les infrastructures, mais aussi gérer au quotidien est beaucoup plus important. D'accord. Alors, en résumé, dans toutes vos études que vous avez menées, quelles sont les solutions que vous proposez au gouvernement ivoirien pour une gestion efficace des déchets en Côte d'Ivoire? C'est en premier lieu d'associer les populations. Et ça passe par l'organisation des populations en quartier, mettre en place des comités de salubrité dans chaque quartier et expliquer pourquoi les gens doivent payer la précollecte. Voilà. Actuellement, c'est un peu dans l'informel. Vous avez quelqu'un qui vient, qui ramasse vos ordures, il n'y a pas de tarif bien défini. Il faut que ça soit bien défini. Qu'on dise, ce qui revient aux ménages, c'est de payer la précollecte. Et derrière, maintenant, c'est de répartir le reste entre le niveau communal, le niveau régional
et le niveau central. D'accord. Est-ce que le nouveau projet lancé par le gouvernement, par le ministère de la Salubrité, ce qui concerne un peu justement la gestion des déchets, des ordures à Abidjan, est-ce que ce projet-là va marcher? Juste un mot pour terminer. Je suis très confiant que ça marchera. Vous êtes confiant que ça va marcher? Oui. D'accord. Alors, Paul, Edouard, Amichia, merci d'être venu à Instant Vérité, apporter votre contribution en ce qui concerne la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Donc, je rappelle à tous que vous êtes expert en développement local et vous avez mené des études sur la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi Instant Vérité sur RTI 1. Restez avec nous dans Matin Bonheur. Restez avec Alix et Marco. Bonjour, Dimbokro. Sous le parrainage de M. Bilédié Méléou, maire de la commune de Dimbokro, la RTI organise Bonjour Dimbokro ce samedi 12 janvier 2019 à 20h à l'esplanade de la Citaraï avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le maire de Dimbokro. Ticket à retirer à la mairie. Infoline 09 35 60 82. Bonjour, un concept RTI. C'est l'heure de l'actualité internationale, à commencer par la France. Nouvelle manifestation des Gilets jaunes à Paris pour cet acte 8. Ce samedi, au moins 2 militaires ont été violemment frappés par plusieurs individus, tandis que les autres tentaient d'empêcher les manifestants de passer alors que ces derniers forçaient le passage. Toujours en France, des centaines de femmes gilets jaunes se sont rassemblées hier dans plusieurs villes comme à Paris, souhaitant donner une image pacifique du mouvement au lendemain d'une mobilisation nationale marquée par de nouvelles violences. On part à Istanbul pour parler de la célébration de l'Épiphanie à l'église et dans l'eau. Le patriarche de Constantinople célèbre la messe de l'Épiphanie avant de bénir les eaux de la corne d'or en y jetant une croix que les jeunes Grecs orthodoxes récupèrent en plongeant dans l'eau glacée. Du sport, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont partagé les points samedi lors du match d'ouverture de la 17e Coupe d'Asie des Nations à Abu Dhabi. Un pénalty de Khalil qui fêtait sa 100e sélection a permis aux locaux d'égaliser sur le fil. Un but partout. L'Olympique de Marseille débute 2019 par un couac majeur contre Andrézieux en Coupe de France à Geoffroy-Guichard. Dominé par des amateurs plus solides et plus réalistes, les joueurs de Rudy Garcia quittent donc la compétition dès les 32e de finale et non plus que la Ligue 1 à disputer. La crise est donc totale à Marseille. Comme chaque année, les soigneurs de l'un des zoos de Berlin déposent des sapins de Noël invendus dans les enclos, des tigres de Sumatra, des éléphants d'Asie et des macaques de Barbarie. Un festin pour les uns, une distraction inespérée pour les autres. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Retrouvez Alix et Marco pour Matin Bonheur, suite et fin. Merci beaucoup à vous, très cher Régis Kofi. C'est le moment maintenant de la thématique, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la solitude du leader. On peut être coach sportif, président de la République, PDG, instituteur ou tout simplement responsable d'institutions et souffrir parfois donc du poids des responsabilités. Comment on fait pour contourner tout cela et comment on s'arme au niveau de la formation d'abord et puis au niveau des conseils de l'entourage? Eh bien, nous allons en parler avec M. Joseph Cassé, expert en ressources humaines sur ce sujet. Mais vous le savez, avant tout sujet, il y a une thématique qui est illustrée. C'est parti. Un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer quant à l'atteinte d'un objectif commun dans une synergie de groupe.
Patron, manager, coach, politicien ou toute personne qui occupe une fonction à l'avant-scène a un rôle de guide à assumer. Et le fait d'être au sommet de la pyramide hiérarchique n'épargne pas de la solitude. La solitude du leader. Cette épreuve pesante est l'essence même du leadership. Nous sommes appelés à prendre des décisions, rien que des décisions, pour pouvoir faire avancer considérablement l'entreprise. Et dans ces prises de décision, il nous arrive souvent d'être seuls, effectivement. Quand bien même on a l'habitude de consulter les responsables de nos différents services, d'associer le personnel à la prise de décision, recueillir leurs avis, parce qu'ils sont plus outillés aussi. Et à un moment donné, quand il faut trancher, on se rend compte de toute la responsabilité qui est la nôtre, d'être la personne qui, au finish, doit décider. Partager le lead en équipe et finalement être seul à décider malgré l'appui et l'engagement solidaire des autres, c'est le défi quotidien des managers leaders. Monsieur Koulibaly, gérant d'une entreprise de transfert de fonds, y est très souvent confronté. Victime d'un auto-braquage avec complicité interne, il sera seul à décider. Mais avant tout, il écoute ses collaborateurs. On vient, je ne sais pas, finir ça travail avec le directeur général. Si un problème très délicat, si une situation dont le dernier mot revient au directeur général, étant ses collaborateurs directs, on vient vers lui pour des propositions. Malgré tous les avis possibles, il sera toutefois seul à décider en dernier ressort. Même s'il choisit de décider avec son équipe, c'est tout de même lui et lui tout seul qui prendra la décision finale. Nous avons confiance en tout cas en nos services, mais il faut dire qu'au moment de la prise de décision finale, il faut dire que ce n'est pas du tout facile. Dans le cas des autobraquages, quand nous avons pratiquement des conclusions, généralement c'est des mises à pied et des licenciements. Le gérant qui prend ce genre de décisions-là, mais vraiment ce n'est pas du tout facile. On se retrouve seul en fait. On est obligé souvent de prendre vraiment des décisions impopulaires pour l'avancée de la structure. Le leader n'est pas isolé, mais seul s'il doit compter avec les autres, peut-il se payer le luxe de compter sur les autres? Et voilà, de retour sur le plateau, nous sommes en compagnie de notre cher expert, M. Joseph Cassé. Bonjour. Bonjour. Aquaba. Merci. Voilà, et de retour. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Et bonne année aussi pour 2019. Mes meilleurs vœux également à tous nos téléspectateurs. La voix est revenue. Tous ceux qui nous suivent. Oui, la voix est revenue. Alors, la solitude du leader, on va en parler. Dans l'élément, on a eu plusieurs descriptions du leader. La vôtre, ce serait laquelle? Pour moi, le leader, c'est celui qui influence, celui qui peut amener les autres par son comportement, par son attitude, par son accompagnement, à réaliser leurs propres objectifs, aussi bien individuels que collectifs. Ça, c'est le leader. Et donc, en plusieurs situations d'entreprise, d'organisation ou bien de groupe, nous retrouvons ces personnes qui sont au top niveau, qui sont à la pointe de la conduite de ces structures-là. Et ça, c'est l'idée que vous faites du leader, vous? Oui. Okay. Il y a le leader actif, le leader passif, il y a les leaders connus, les leaders non connus, les leaders officiels, les leaders non officiels. Ça, c'est plusieurs genres de leaders. Il y a plusieurs genres de leaders. Mais aujourd'hui, nous voulons essayer de voir comment ce leader peut être confronté à des situations, parce que ce n'est pas un super homme, ce n'est pas une super machine, il a des réalités. Vous avez défini le leader et la solitude. Oui. Dans le cadre du leader, là, elle s'explique comment? L'élément qui est passé tout à l'heure a bien pointé du doigt le moment de prendre la décision définitive. C'est un moment où cette personne va peser les conséquences que cette décision va avoir sur son organisation ou bien sur les personnes avec qui elle travaille. Et donc, cette situation dans laquelle elle se retrouve va être une situation psychologique à gérer. Alors, donc, la solitude du leader, elle se caractérise, se matérialise comment au quotidien pour un leader? Alors, la solitude du leader se caractérise lorsque nous sommes confrontés, par exemple, à une prise de décision importante ou lorsque l'entreprise ou l'organisation se situe à un moment donné où, par exemple, elle paie un client important, où l'entreprise va également avoir
des engagements avec ses partenaires extérieurs et au moment où elle doit honorer ses engagements, elle n'est plus capable de les honorer, ou bien nous sommes amenés à nous séparer de certains collaborateurs à cause de certaines situations qui peuvent être dues à un problème de relation de travail ou bien une situation, une conjoncture difficile pour l'entreprise. Et donc, quand le moment arrive de prendre cette décision, le leader qui s'enferme dans sa maison ou dans son bureau, qui au dernier ressort doit porter l'information ou prendre la décision, est dans une situation psychologique et souvent très délicate et difficile à gérer. Est-ce que la solitude du leader est seulement dans la décision? Est-ce qu'il ne s'agit pas de ces petits riens, du quotidien là, qui, assemblés, rendent la tâche encore plus immense? Oui, la solitude du leader, il faut avoir sous deux angles. Il y a l'angle institutionnel et il y a l'angle, si je veux dire, humain. Okay? Du point de vue institutionnel, c'est lui qui représente légalement l'entreprise. C'est lui qui représente devant les partenaires sociaux, devant la justice, devant l'administration, l'entreprise. Et donc, toute décision que l'entreprise prend pèse en premier lieu sur ses épaules. Il a cette responsabilité. Et deuxièmement, sur le plan humain, c'est lui qui est un peu comme le père de famille souvent dans l'entreprise. Donc, il a un contact direct, il a des relations avec ces personnes. Mais plus l'entreprise grandit, du point de vue géographique, du point de vue organisation, il commence à s'éloigner peu à peu des centres opérationnels. Aujourd'hui, ce que vous faites ici, le directeur de la RTI n'est pas forcément au parfum du détail de ce que vous faites sur ce plateau. Il sait qu'il y a une émission qui passe. Donc, il y a cet éloignement humain qui peut être une situation délicate dans la gestion au quotidien. Donc, c'est un peu comme s'il perd une certaine réalité de façon partielle. Excusez-moi, je vous avoue qu'ici, il y a des créneaux communs en place pour que, au nom de la délégation, même le directeur le plus loin possible, il puisse savoir qu'il y a un conducteur, il est au courant, il sait ce qui va se passer exactement. Et ça, c'est un cas, par exemple, où la solitude est atténuée. Non? Oui, par la gestion de l'information ou voilà. le circuit de l'information dans l'entreprise peut permettre de capter certaines informations. Mais encore une fois, c'est des informations partielles. Elle n'a rien à voir avec la réalité totale du terrain. Et donc, ça, c'est une réalité. Exactement. Le leader, c'est celui-là qui incarne beaucoup d'espérance, d'espoir, mais c'est lui qui a le pouvoir décisionnaire. Oui. Et il s'attache aussi les services de collaborateurs pour être moins seul, en l'occurrence. Pour être moins seul. Il s'attache les services de collaborateurs. Généralement, il va avoir un comité de direction ou bien le comité des managers de l'entreprise. Mais la solitude du leader, il y a des risques que le leader va prendre au quotidien, notamment dans la prise de décision et notamment le fait de perdre la réalité de la vie de l'entreprise et du marché de l'entreprise dans une certaine mesure, comme je l'ai dit, et le fait d'être seul dans la prise de décision. La décision peut être bonne comme mauvaise, la décision peut venir en retard, comme venir trop tôt, ou bien ne pas la prendre, ne pas prendre la décision. Tout ça, c'est les risques que le leader suit. Et puis le fait de ne pas pouvoir motiver ses équipes à cause d'une décision qu'elle sera en train de prendre. Et donc, toute cette situation, c'est une confusion dans la tête du manager et qui, à un moment donné, peut l'empêcher vraiment d'être à 100%. Il y a beaucoup de bienveillance dedans. Il faut être bienveillant. Oui. Il faut être... et en même temps, il faut manier la carotte et le bâton. Il faut ne pas faire place... En définitive, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Un leader, c'est ça également. Parce qu'après, ça peut se retourner contre soi. Oui, mais ce n'est pas un super homme. Il demeure une personne avec qui, après le service, nous avons des relations. Il a ses failles. Et je pense que nous allons tout à l'heure déployer ce qu'il faut pour pouvoir contrer ou atténuer cette situation que la plupart des managers traversent. Et je sais qu'aujourd'hui, en nous regardant, il y a des personnes qui sont en train de prendre des décisions difficiles. Ils vont se demander, est-ce que je dois la prendre, je dois la retarder, ou bien quels sont les supports dont je dispose. Alors, pour le leader, comment apprivoiser la solitude ou comment la gérer? OK. Il y a déjà l'organisation du travail. L'organisation du travail, vous en avez parlé, permet de déléguer énormément et de ne pas supporter seul la charge décisionnelle. Même si en dernier ressort, c'est le manager qui va prononcer la décision, c'est sa signature qui sera portée sur le document. Et donc, le management participatif, aujourd'hui, de plus en plus, permet au manager de se sentir soutenu par ses collaborateurs directs. Également, ça facilite sa prise de décision. Ça facilite sa prise de décision et il se sent plus
confortable dans une décision qui a été prise après avoir consulté, après avoir pesé les pour et les contre. Également, en tant que manager ou leader, nous ne devons pas évoluer dans un environnement isolé parce qu'il faut toujours avoir un référent. Même si je suis le PDG de cette entreprise, il y a ce qu'on appelle le coaching exécutif. Le coaching exécutif permet à ceux qui sont à des niveaux top de management d'avoir des référents également. Parce que chacun de nous a besoin de s'abreuver à une source. Oui. Lui, sa source, c'est quoi? Parce que quand nous avons des problèmes en entreprise, nous allons vers lui. Oui. C'est lui qui règle tous les problèmes. C'est lui qui doit porter la vision de l'entreprise. Mais lui, quand il a des problèmes, qui est son référent? Donc, son référent peut être, par exemple, un père, quelqu'un qui assume les mêmes responsabilités que lui dans un autre domaine. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez la Confédération des entreprises, par exemple. Je ne fais pas de publicité, mais les managers se retrouvent, les créateurs, les propriétaires d'entreprises se retrouvent dans leur domaine, les pétroliers ont leur domaine, les gens qui font les ressources humaines comme nous avons nos réseaux, nous nous retrouvons dans ces instances et nous partageons nos préoccupations. Alors, pour un leader qui notamment travaillait en équipe et qui se voit parachuter comme ça au sommet, il se retrouve seul, comment il doit appréhender cette solitude-là et son fonctionnement même? Ok. Et déjà, j'étais en train d'élaborer les éléments qu'il faut pour se construire et pour se mettre en équilibre. Il faut faire du réseautage, appartenir à des instances et des réseaux professionnels qui vous permettent de vous construire. Parce que c'est la construction. Dans ces réseaux professionnels, vous allez être exposé à des situations extrêmes que d'autres personnes ont déjà gérées et qui ont pu trouver des mécanismes. Ou bien alors, vous n'avez pas assez d'informations, vous pourrez avoir ces informations dans ces réseaux. Il y a aussi, également les confidents. Chacun de nous a des confidents. OK, il peut ne pas être un professionnel de ton métier, mais le confident, c'est celui chez qui tu peux déverser en toute humilité, sans avoir honte. Le PDG de la société d'eau ou d'électricité qui va aller pleurer devant peut-être quelqu'un qui est son confident, qui n'a pas forcément le même niveau d'expérience, mais après, quand il a fini de parler, quand ils ont fini d'échanger, il est déchargé. Il y a certaines personnes même qui demandent d'avoir un journal intime, c'est le journal personnel, je ne dirais pas intime, un journal dans lequel vous écrivez les défis auxquels vous êtes confrontés et comment vous êtes en difficulté vis-à-vis de ces défis-là. Et donc, ça permet d'avoir un recul sur soi pour pouvoir entrer dans votre humanité et humilité pour pouvoir trouver des solutions. Donc, on a parlé de réseautage, de référents, de confidents. Ça, ce sont certaines clés pour contrer ou atténuer la solitude du leader. Quelles sont les autres? OK. On a parlé de formation et de développement, mais il faut également tenir compte d'une donne qui est un peu plus psychologique et on parlera de pratiques spirituelles et apaisantes. Ça a son sens. Aujourd'hui, vous allez voir des grands patrons qui arrivent dans des communautés religieuses jouent également un rôle important parce qu'il veut se sentir utile à la communauté, et ou dans des associations ou des ONG, il veut se sentir utile. Donc, il a la capacité de déverser cette surcharge d'énergie dans d'autres pans, dans d'autres milieux, et ça permet également de gérer cette pression qu'il a. Et tout ceci pour réduire en tout cas le fossé ou l'espace qu'il y a entre lui et les autres. Et Parlons des autres. Quel est leur apport ou quel serait leur apport pour pouvoir faciliter la tâche un tant soit peu au leader? Il y a également une confiance à bâtir entre le leader ou le manager et ses collaborateurs. Et cette confiance, elle est dans tous les sens du terme, en termes de responsabilité à partager, mais également en termes de reconnaissance de cette responsabilité de délégation qu'on a faite aux collaborateurs. Parce que si vous déléguez et que demain, on vous retrouve en train de faire ce que vous avez délégué aux collaborateurs, il y a comme si vous avez juste fait dans le document pour montrer que vous avez partagé, mais en réalité, c'est vous qui prenez à 100% le contrôle des opérations. Et ça, je pense que c'est un leurre et ça va se retourner contre le leader tôt ou tard. Et souvent, il y a des entreprises où il faut ouvrir le capital parce que j'ai parlé de difficultés financières où le manager ou le leader doit décider. Si la pression est de ce côté, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir le capital. Il faut partager. Et donc, souvent, ça peut être des solutions, mais encore une fois, souvent, on a envie de garder tout pour nous seuls, régler tout par nos propres moyens.
Monsieur Kassé, la solitude du leader, est-ce qu'avec l'évolution galopante des moyens techniques et technologiques, est-ce que cette solitude du leader de 1980 est la même que le leader de 2000-2010? Ou bien leader, c'est leader, solitude, c'est solitude? Moi, je pense qu'au travers des temps, et quel que soit l'endroit, les pays développés ou les pays qui sont en train de se... En voie de développement comme nous, le manager ou le leader est confronté aux mêmes réalités. Parce que dans la prise de décision, croyez-moi, ce n'est pas facile de se débarrasser d'un collaborateur en qui vous avez confiance, avec qui vous avez bâti une entreprise, et le conseil d'administration vous demande de vous séparer de lui. Ce n'est pas facile. Et donc, c'est au quotidien que ça se vit, et je pense que c'est une réalité. On ne peut pas dire qu'il y a une panacée pour résoudre ça définitivement, mais c'est une réalité que nous voulons ouvrir pour comprendre que le leader, le manager, celui qui nous guide dans l'entreprise n'est pas un super-homme. Il a ces moments où il se retrouve seul dans la prise de décision ou dans la gestion des conséquences d'une décision qu'il aura prise. Et ça, les collaborateurs doivent en tenir compte pour le juger, l'accompagner et le soutenir. Vous avez parlé de quel est leur rôle. C'est également d'accompagner et de soutenir ce leader-là. Exactement, on dit que seul on va plus loin, mais à plusieurs on va seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Oui. Alors, tout le monde a son rôle à jouer pour l'évolution, l'avancement d'une entreprise. Le leader, il devrait pouvoir se faire accompagner de personnes compétentes pour l'accompagner dans cette mission-là. Ces missions, justement, elles se déclinent comment? Les missions, c'est de porter la vision de l'organisation. La vision, elle est partagée aux collaborateurs. Elle va se décliner en objectifs et les objectifs vont se décliner en activités et tâches et en responsabilités et également en temps et en coût. Afin de produire des résultats. Voilà, afin de produire des résultats. Donc, quand c'est partagé en entreprise, chacun prend un pan de ses responsabilités et chacun l'assume. Celui qui tient la caméra, celui qui tient le micro, celui qui tient l'entretien de ce local, chacun de nous contribue au nouveau visage que la télévision, par exemple, veut se donner. Donc, ça veut dire que tout est dans la vision. Tout est dans la vision. Une vision bien articulée, bien déclinée, produit une solitude, entre guillemets, moins difficile qu'une autre solitude où la vision n'est pas bien claire, où le leader veut, par exemple, tout faire. Là, ça devient plus compliqué. C'est compliqué. Donc, le partage de la vision est important. Le management participatif est important. La prise de décision en consultant le maximum possible ses collaborateurs parce qu'on a confiance en eux est important. Se reposer sur ses pairs, avoir un réseautage, c'est important. Avoir également un référent qui est quelqu'un qui est comme un mentor pour nous est important. Chacun de nous doit pouvoir avoir un référent. Chacun de nous. Moi, j'ai mon référent. Nous aussi, sachez-le. Alors, dans l'entreprise, il y a la pyramide hiérarchique. Le leader se situe bien en haut et tous les autres collaborateurs juste en bas. On a parlé de la vision. C'est ce que le leader incarne. Les objectifs, c'est pour le chef. Quel est le regard donc, que les autres auront vers le chef et vers le leader? De manière graduelle. Il est graduel, mais en définitive, chacun dans une organisation doit pouvoir se sentir partie intégrante de la vision de l'entreprise, même si elle est incarnée par le manager ou le leader. Et de telle sorte que je sais que l'acte que je pose contribue à la réalisation de la vision. Donc, si on pense que la RTI, nouveau visage, veut une télévision qui est appréciée des Ivoiriens et qui répond à ses besoins, déjà, au niveau de la préparation des émissions, au niveau de la réponse que les journalistes vont apporter aux préoccupations du public, ils vont en tenir compte et chacun de nous va contribuer à cet objectif-là. Qu'est-ce que vous pensez de plus en plus de directeurs, par exemple, qui ont des shadow cabinets? Je veux dire parler, par exemple, des cabinets de l'ombre. C'est important, mais à quelle proportion il ne faut pas dépasser pour que ça puisse nuire à ses propres collaborateurs? C'est important d'avoir une instance que nous consultons de façon informelle, mais elle ne doit pas prévaloir sur les collaborateurs à qui on a confié de vraies responsabilités. Comment, concrètement Comment on fait le distinguo au quotidien? Le shadow cabinet d'un manager peut être son épouse. Est-ce que vous le savez? D'accord. Oui, ça peut être son épouse. Oui, quand il rentre le soir à la maison, il lui partage les préoccupations de la décision importante qu'il a à prendre demain. Et son épouse va lui dire, écoute, moi je ne suis pas un expert en ressources humaines, mais voilà ce que je sens. Et je vais vous dire que souvent,
ce sont des conseils très avisés. Surtout quand dit la nuit porte conseil, on sait de quoi il il s'agit. s'agit. Donc le shadow cabinet n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est de voir l'interférence et l'influence que ce shadow cabinet a sur la gestion vous parlez, Monsieur Kassé, vous parlez là de, vous parlez là de la femme qui n'est pas du secteur du mari, ou bien du mari qui n'est pas du secteur de la femme qui est conçu un shadow cabinet. Et quand par exemple il y a des shadow cabinets où c'est la réplique de ce qu'on a au quotidien, qu'on a en cachet, en version cachée. Et ces personnes-là, à un moment, on les écoute plus même que ses propres collaborateurs. Tôt ou tard, ça va devenir un problème de gestion. Ça va devenir un problème de management, ça va se savoir. Et ça ne peut pas se cacher parce qu'on va se rendre compte que les décisions ne sont pas celles qui ont été conclues entre le manager et ses collaborateurs, mais les décisions sont venues d'ailleurs. Et justement, pour rester dans le cadre de son entreprise avec ses collaborateurs, comment le leader arrive à faire épouser sa vision? Le leader n'a pas à forcer la main. C'est pourquoi il y a beaucoup de... Un vrai leader, c'est naturel. Voilà, il y a beaucoup de choses naturelles, mais il y a des accros dans les entreprises aussi, pour la mauvaise compréhension de la vision. Mais ça se gère, ça se gère. Et comment donc? Ça doit se gérer dans la communication, dans la concertation, le plaidoyer et le dialogue. De façon transversale, de façon verticale. Voilà, et il faut prendre le temps pour prendre les décisions. OK, tant qu'une décision n'est pas encore bien comprise, il faut prendre le temps de la faire accepter ou de la faire comprendre avant de la rendre opérationnelle. Sinon, vous ne pourrez pas l'appliquer. Monsieur, vous devez conseiller, par exemple, je prends des différents métiers, un coach sportif, un entraîneur de football, un président de la République, un PDG, un instituteur, par exemple, un chef du village. Est-ce que la solitude de ces différents leaders que nous venons de citer là est une solitude uniforme ou bien il y a des solitudes multiples, multiformes? Bon, la solitude, moi je veux parler de l'état d'esprit psychologique dans lequel ces personnes se trouvent quand elles sont confrontées aux situations que nous avons énumérées, les situations de prise de décision, les situations conjoncturelles que leur structure traverse. Un chef de village peut être confronté à des décisions importantes. Par exemple, on demande de déplacer ce village d'ici à un autre lieu parce que le barrage va passer là. C'est une décision importante. Ils ont leurs parents qui sont enterrés là. Le chef de village doit décider. Au dernier ressort, c'est lui qui doit dire oui, on quitte ce lieu pour aller dans un autre lieu. Ce n'est pas aussi facile. Donc je pense que, quel que soit le niveau de responsabilité auquel nous nous situons, nous passons par ce moment-là. Monsieur Kassé, la différence avec entre le chef du village et l'entraîneur de foot, le directeur, il a des données au quotidien de ses collaborateurs. Oui. On lui dit ce qui se passe, la cartographie de l'entreprise. Le président de l'institution de la République, on lui fait un point chaque jour, chaque matin. Le chef du village, qui lui fait ce point-là? Est-ce que c'est la même solitude? Est-ce que c'est le même souci? Bon, vous voyez qu'il y a des différences? Oui, il y a une différence. Il y a une différence, vous avez raison, il y a une différence. Mais en dernier ressort, la prise de décision, il peut se retrouver confronté aux mêmes difficultés qu'un entraîneur ou qu'un président. Voilà. Mais l'accès à l'information n'est pas la même chez toutes ces personnes. Donc, pour ces différentes catégories de personnes-là, quelle est l'approche en fonction aussi de ses compétences, ses capacités? OK. Dans tous les cas, le président de la République, le manager d'entreprise, comme vous l'avez dit, a accès à des informations de première main, qui sont des sources d'éléments qui lui permettent de prendre la décision. L'autre, le chef de village, va prendre plus de temps parce qu'il lui faut être sûr. Et là, c'est notable aussi. Voilà. Et il faut être sûr que ce que le notable va venir rapporter est conforme. Donc, ça prendra plus de temps. Il y a des enquêtes. Voilà, il y a des enquêtes. Ok, merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Bon retour chez vous. J'espère que ça a été fructueux du côté des États-Unis avec votre groupe. Vous faites de bonnes choses pour l'avancement des ressources humaines dans notre pays. Beaucoup. Bon matin à vous. On espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission autant que nous en avons eu à préparer avec à notre tête la rédactrice en chef, Madame Anne-Zelika Eoura. Réalisation Soro, félicité. Bonne journée et puis on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Amen. L'assainissement et de la salubrité à travers la Naged vous a présenté Matin Bonheur. Ayons un comportement éco-citoyen. La propreté, c'est l'affaire de tous.